Baltimore, Maryland, 29 novembre 1944. Il est tôt le matin. Dans le théâtre chirurgical de l'hôpital Johns Hopkins, les gradins d'observation sont bondés. Des médecins, des étudiants, des chirurgiens venus de partout dans le pays. Personne ne veut rater ce qui va se passer. Sur la table d'opération, une petite fille de 15 mois. Elle s'appelle Eileen Saxon, elle pèse à peine 4 kilos, ce qui est moitié moins de ce qu'elle devrait peser à cet âge. Sa peau est bleue. Ses lèvres sont violettes et elle vit sous une tente à oxygène depuis des semaines. Elle a une malformation cardiaque congénitale si grave que la plupart des enfants comme elle meurent avant l'âge de 2 ans. Et il n'existe aucun traitement. Et aucune opération n'a jamais été tentée sur un cœur humain de cette façon. Quand l'anesthésiste voit Eileen ce matin-là, il abandonne. Il refuse d'endormir l'enfant, convaincu qu'elle ne survivra pas à l'anesthésie. Un autre anesthésiste prend alors sa place. Le chirurgien Alfred Blalock entre dans la salle. Il prend son scalpel. Et à son épaule droite, debout sur un petit tabouret, se tient un homme. Cet homme n'a pas de gants chirurgicaux, il ne touche pas la patiente. Officiellement, il n'a aucun titre médical. Il n'a aucun diplôme après le bac, et il n'a même pas le droit d'entrer par la porte principale de l'hôpital. Mais c'est lui qui a développé cette technique. Lui qui a perfectionné chaque geste depuis presque 2 ans. Lui qui fabrique les aiguilles chirurgicales utilisées aujourd'hui, parce qu'aucune n'était assez petite pour les vaisseaux des nourrissons. Et c'est lui qui guide Blalock à voix basse lorsque le chirurgien hésite. Le lendemain, le monde entier parle du miracle du docteur Blalock. Et le nom de Vivian Thomas n'apparaît nulle part. Salut à tous, moi c'est Glimini. Je suis une aigrie qui essaie de retrouver un peu foi en l'humanité et je vous emmène dans cette aventure en racontant de belles histoires, des histoires qui font sourire, positifs, avec des héros inconnus. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça soutient énormément. Et cette histoire est toute particulière car on va parler d'une personne qui est restée inconnue bien trop longtemps. Et je vous emmène avec moi à Nashville aux États-Unis. Avant de parler de Vivian Thomas, il faut qu'on parle de là où il est né. On est aux États-Unis pendant les années 1910, 1920, 1930. C'est l'époque des lois Jim Crow, un ensemble de lois ségrégationnistes qui régissent la vie des Noirs américains dans les États du Sud. Ces lois dictent tout. Les Noirs et les Blancs ont des écoles, des hôpitaux, des restaurants, même des toilettes séparées. Dans les trains, les Noirs doivent s'asseoir à l'arrière. Dans les hôpitaux, leurs corps sont conservés dans des réfrigérateurs à part après leur mort. Mais dans ce monde-là, il existe des communautés noires qui ont construit quelque chose malgré tout. Nashville, dans le Tennessee, fait partie de l'une d'elles. Une ville ségrégée, certes, mais avec ses propres médecins noirs, ses propres professeurs, même ses propres avocats. Des gens qui prouvent que même dans cet espace étouffé, autre chose est possible. Et c'est dans ce Nashville-là que Vivian Thomas va grandir. Vivian Theodore Thomas est née le 29 août 1910 en Louisiane. Mais très tôt, sa famille déménage à Nashville dans le Tennessee. Son père, William Thomas, est charpentier et sa mère s'appelle Marie. Ce ne sont pas des gens riches, mais leur famille est stable, ce qui déjà pour une famille noire dans les États du Sud en 1910 n'est pas si évident. Dès l'âge de 13 ans, Vivian travaille avec son père à la sortie de l'école ou les week-ends. Il apprend à mesurer, scier, clouer, et ces mains-là, précises, patientes, capables de construire quelque chose à partir de rien, vont l'accompagner toute sa vie. Il fréquente la Pearl High School de Nashville, une école ségrégée, mais considérée comme l'une des meilleures écoles noires du pays. Il est brillant et il en sort diplômé avec mention en 1929. Et pendant toute sa scolarité, il n'a qu'un seul rêve, devenir médecin. Et dans le Nashville de ces années-là, ce n'est pas un rêve irréaliste. Il y a d'ailleurs des médecins noirs dans sa communauté. Des preuves que c'est possible. Son médecin de famille, un homme d'une extrême gentillesse, est d'ailleurs l'une de ses inspirations. Vivian économise. Chaque centime gagné avec son père, chaque heure de travail après les cours. Il s'inscrit au Tennessee Agricultural and Industrial College comme étudiant en pré-médecine. Il a presque assez d'argent. En 1929, il a 19 ans et le krach boursier efface tout. Octobre 1929. La bourse s'effondre, la Grande Dépression commence. Les banques de Nashville ferment. Les économies de Vivian Thomas, accumulées centime par centime depuis des années, disparaissent du jour au lendemain. Les chantiers s'arrêtent. Plus personne ne construit. Le travail de charpentier dont il vivait et dont vivait son père disparaît aussi. Il doit abandonner ses études. La médecine, c'est terminé, du moins pour l'instant. Il cherche du travail, n'importe quoi.
Un ami, Charles Manlove, travaille à l'université de Vanderbilt et l'informe qu'un médecin est à la recherche d'un assistant. Ce médecin a pour réputation d'être très difficile à vivre, mais c'est un travail. Vivian postule, le médecin s'appelle Alfred Blalock. Alfred Blalock a 30 ans en 1930. Ambitieux, brillant, mais colérique, d'après ceux qui le connaissent. Il a fait ses études à Johns Hopkins, l'une des meilleures écoles de médecine du pays, et se retrouve à Vanderbilt, qui considère plus ou moins comme un exil au vu de son haut niveau de connaissances. Blalock va embaucher Thomas le 10 février 1930. Le salaire, $12 par semaine. Je vous laisse faire le calcul. Son titre officiel dans les registres de l'université, concierge. C'est à ce moment-là le seul poste administrativement possible pour un employé noir. Le premier jour, Blalock demande à Thomas de l'assister dans une expérience chirurgicale effectuée sur un chien. Thomas n'a jamais mis les pieds dans un laboratoire de sa vie. Il observe, retient, pose des questions. À la fin de la journée, Blalock lui dit de revenir le lendemain et de préparer l'animal pour la prochaine expérience. Je vais faire un disclaimer tout de suite. Les expériences qui ont été faites au niveau médical de cette histoire ont été faites sur des animaux, notamment des chiens. C'est pas ouf, mais malheureusement je suis obligée de le raconter comme ça puisque c'est la réalité, je vais pas vous mentir. Donc désolé à ceux que ça peut heurter, n'hésitez pas à quitter malheureusement cette vidéo si jamais c'est trop pour vous. En quelques semaines, Vivian Thomas réalise seul les expériences sur les animaux. Il apprend à administrer l'anesthésie, à prendre des notes précises sur les expériences et à concevoir des protocoles. Il n'apprend pas dans les manuels, il apprend en faisant. Blalock voit immédiatement ce qu'il a trouvé. Du coup, il délègue de plus en plus. Thomas prend en charge la conduite réelle des expériences, pendant que Blalock en assume la responsabilité administrative et clinique. En quelques années, Thomas, sans diplôme et sans titre, est devenu l'un des chirurgiens expérimentaux les plus habiles du pays. Blalock confiera d'ailleurs à ses proches que les mains de Thomas sont plus précieuses que les siennes. Mais la relation est un peu complexe. Blalock se met parfois en colère. Thomas décrira d'ailleurs dans son autobiographie des crises de colère qui iront jusqu'à des fois presque briser leur collaboration. Mais Blalock reconnaît le génie de Thomas et le protège autant qu'il peut, et se bat pour lui obtenir des hausses de salaire quand il le peut. C'est une amitié réelle, construite sur du respect mutuel, mais une amitié aux limites définies par le monde dans lequel il vit. Pendant 11 ans à Vanderbilt, Thomas et Blalock travailleront en collaboration sur les chocs traumatiques, la réaction du corps face à des blessures graves. Leur découverte est fondamentale. Le choc est causé par la perte de fluide dans le système vasculaire et non pas par des toxines dans le sang comme on le croyait à ce moment-là. Il peut donc être traité en remplaçant ces fluides. Honnêtement, j'y connais pas grand-chose en médecine, donc je vous donne les infos, débrouillez-vous avec ça. Cette recherche va sauver des milliers de vies pendant la Seconde Guerre mondiale. Des soldats qui auraient dû mourir de leurs blessures survivront grâce au protocole développé en partie dans ce laboratoire de Vanderbilt. Un peu avant, en 1937, le Henry Ford Hospital approchera Blalock pour qu'il en devienne le directeur. Blalock posera alors une condition, que Thomas vienne avec lui. Le Henry Ford Hospital refusera, car leur politique d'embauche exclut les Noirs. Blalock déclinera alors le poste. C'est alors que Johns Hopkins, l'hôpital, vous savez, dont je vous parlais au départ, va lui proposer le poste de chef de la chirurgie. Blalock repose la même condition, le fait que Thomas vienne avec lui. Et cette fois, Johns Hopkins l'accepte. Thomas arrive donc à Baltimore en 1941 avec sa femme, Clara, qu'il a épousée en 1933, et leurs deux filles, Olga Faye, née en 1934, et Theodosia Patricia, née en 1938. Il quitte Nashville avec regret. Il laisse notamment la maison qu'il a construite de ses propres mains. Il laisse aussi sa communauté et ses repères. Ce qu'il trouve à Baltimore le choque. Le racisme à Baltimore, à ce moment-là, est pire qu'à Nashville. La ville est rigoureusement ségrégée. Et l'hôpital Johns Hopkins est à l'image de la ville. Les seuls employés noirs de l'école sont des concierges. Il n'y a aucun étudiant noir, pas de professeur noir, pas de résident noir. Vivian Thomas doit même rentrer par la porte de service. Il n'a absolument pas le droit d'utiliser la porte principale. Quand il traverse les couloirs de l'hôpital avec sa blouse blanche de laborantin, les gens s'arrêtent et le fixent. Ils ne comprennent pas ce que cet homme fait là. Il finira même par mettre ses vêtements de ville pour aller du laboratoire au bureau de Blalock, tant il attire les regards. Son salaire ? Celui d'un concierge. Malgré 11 ans de recherche chirurgicale. Et malgré le fait qu'il dirige réellement le laboratoire. Sa situation financière est tellement difficile qu'il travaille comme barman au cocktail de la faculté organisé par Blalock. Il sert à boire aux étudiants en médecine qu'il avait formés aux techniques médicales ce matin-là. Mais il s'en plaint jamais.
et il continue de travailler. Il a encore en tête le fait de pouvoir potentiellement reprendre ses études un jour, de devenir vraiment médecin. Et c'est un rêve auquel il s'accroche en silence. En 1943, une cardiologue pédiatrique de Johns Hopkins s'appelle Helen Taussig. C'est une femme remarquable. Atteinte de dyslexie et de surdité, elle a dû surmonter des obstacles considérables pour devenir médecin. Et elle dirige maintenant la clinique cardiaque pédiatrique de Hopkins. Elle soigne des enfants atteints d'une malformation cardiaque congénitale appelée la tétralogie de Fallot. 4 anomalies simultanées au niveau du cœur qui empêchent le sang d'atteindre les poumons. Les bébés qui en souffrent manquent d'oxygène. Leur peau et leurs lèvres deviennent bleues. On les appelle d'ailleurs les bébés bleus. Sans traitement, la plupart meurent pendant les 2 premières années. Taussig a observé quelque chose. Les enfants qui ont un canal artériel ouvert, une communication naturelle entre plusieurs vaisseaux du cœur, vivent plus longtemps que les autres. Elle émet donc l'hypothèse qu'on pourrait créer artificiellement cette communication entre les vaisseaux pour augmenter le flux sanguin vers les poumons. Elle va donc essayer de trouver un premier chirurgien à Boston pour lui soumettre l'idée, et lui il refuse. Et elle vient donc trouver Blalock et Thomas dans leur laboratoire. Elle explique le problème, elle fait des croquis. Elle suggère qu'il serait peut-être possible qu'en bidouillant les tuyaux du cœur, on puisse augmenter le flux sanguin vers les poumons. Mais elle ne propose pas comment. Blalock se tourne donc vers Thomas. Et Thomas y comprend immédiatement. La solution existe peut-être dans une technique qu'ils ont développée dans leur laboratoire de Vanderbilt pour d'autres recherches. Connecter l'artère sous-clavière à l'artère pulmonaire. En théorie, ça pourrait augmenter le flux sanguin vers les poumons. Mais en théorie seulement. Il faut le prouver sur des animaux pendant des mois. Ce que Thomas va accomplir dans les 2 années qui suivent dépasse l'entendement. D'abord, il doit reproduire la malformation cardiaque des bébés sur un animal. Quelque chose que personne n'avait jamais fait. C'était peut-être pas plus mal d'ailleurs. Il passe des mois à étudier les minuscules cœurs des nourrissons au musée d'anatomie pathologique de Hopkins, puis il opère des chiens. En tout, environ 200 animaux. C'est le côté pas sympa de la vidéo, soyons honnêtes. Sur chaque animal, il perfectionne la technique. Il réalise que les aiguilles chirurgicales standards sont bien trop grosses par rapport au vaisseau des nourrissons. Il fabrique donc lui-même de nouvelles aiguilles avec le fournisseur de matériel chirurgical, Murray Baumgartner, des instruments qui deviendront des standards dans les hôpitaux du monde entier. Il travaille sur des structures de la taille d'un crayon avec des sutures plus fines qu'un cheveu. Un de ses chiens s'appelle Anna. Elle devient la première survivante à long terme de cette opération. Son portrait sera accroché dans les couloirs d'Hopkins, le seul animal à avoir cet honneur. Triste consolation. Et au bout de 2 ans, Thomas peut prouver que l'opération n'est pas fatale, que les chiens survivent. Blalock lui-même n'a jamais assisté à l'une de ces expériences jusqu'à leur conclusion. La preuve que ça marchait, c'est Thomas seul qui l'a construite. Seul. Il informe Blalock. Ils sont donc prêts pour un premier patient humain. Automne 1944. Taussig demande à Blalock d'examiner une petite fille dont le cas est très critique. Eileen Saxon a 15 mois. Elle est née le 3 août 1943 à l'hôpital Johns Hopkins. Elle souffre d'une tétralogie de Fallot sévère. Elle pèse à peine 4 kilos, bien moins que la normale pour son âge. Sa peau est bleue, ses lèvres sont violettes, elle vit sous une tente à oxygène. Il n'y a pas de temps à perdre car son état se dégrade très rapidement. Alors Blalock accepte de tenter l'opération. Le 28 novembre 1944, la veille de l'opération, l'anesthésiste va pour examiner Eileen Saxon. Il se retire. Il refuse de l'endormir. Il est convaincu que la petite fille ne survivra pas à l'anesthésie, qu'elle mourra avant même que Blalock ait le temps de faire la première incision. Un autre anesthésiste prendra donc sa place. Dans le gradin d'observation du théâtre chirurgical, les premières personnes commencent à s'asseoir. Il est tôt ce matin-là. Les gradins sont pleins. Des médecins, des étudiants, des chirurgiens venus de tout le pays, entassés dans l'espace d'observation. Et personne ne parle. Eileen Saxon est amenée dans la salle d'opération. 4 kilos suspendus entre le rose et le bleu. Blalock entre, il enfile ses gants, puis il fait quelque chose qui stupéfait les observateurs. Il demande à Thomas de se tenir à son épaule droite, sur un petit tabouret pour être à sa hauteur. Thomas ne porte pas de masque, ne porte pas de gants. Il n'a pas le droit de toucher la patiente. Mais Blalock veut qu'il soit là, à la portée de voix, à la portée de regard. Car Blalock, il n'a fait cette opération qu'une seule fois, en tant qu'assistant de Thomas, et sur un chien. Thomas, lui, l'a fait des centaines de fois. L'opération commence. Blalock incise entre les côtes gauches de Eileen, le cœur est là, de la taille d'une noix. Les vaisseaux sanguins, la taille d'un fil. Quand Blalock cherche ses repères, quand il hésite, Thomas lui murmure à l'oreille. Où faire l'incision ? Quelle profondeur ? Comment positionner le suture ? L'opération dure 4h30.
Blalock enlève la pince qui fermait les artères. Le sang commence à circuler dans la bonne voie. L'anesthésiste regardant le visage d'Eileen s'exclame « Ses lèvres changent de couleur. Du bleu au rose. » Tout le monde dans la salle regarde. Pour la première fois de sa vie, Eileen Saxon n'est plus bleue. Des chirurgiens dans les gradins en pleurent. Il faut que je vous raconte ce qui arrive à Eileen Saxon par la suite parce que c'est bien plus complexe que ce qu'on pourrait croire. L'opération de novembre 1944 est une réussite partielle. Eileen passera 3 mois à l'hôpital avant de rentrer chez elle. Elle gagne du poids et elle va mieux. Mais quelques mois plus tard, ses épisodes de cyanose reprennent et son état se dégrade. Une deuxième opération est tentée sur le côté opposé de sa poitrine. Eileen Saxon meurt quelques jours après cette deuxième opération, peu avant son 2e anniversaire. Mais elle a survécu assez longtemps pour que l'équipe comprenne ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionnait pas. Pour que les opérations suivantes soient meilleures. Pour que les enfants qui viendront après elle aient une chance. L'équipe découvrira que l'opération fonctionne mieux sur des enfants plus âgés. Que pour Eileen, on n'avait pas le choix, son état était déjà beaucoup trop critique. Dans la première année suivant l'opération initiale, plus de 200 enfants vont subir le même protocole à Hopkins. Certains s'en sortent, certains non. Mais la technique s'améliore à chaque fois. Par la suite, plus de 15 000 enfants dans le monde survivront grâce à cette procédure. Le lendemain de l'opération d'Eileen Saxon, les journaux du monde entier vont parler du miracle médical de l'hôpital Johns Hopkins, du docteur Alfred Blalock, génie de la chirurgie cardiaque, de la docteure Hélène Taussig qui avait identifié le problème. Le nom de Vivian Thomas n'apparaîtra nulle part. Pas même en note de bas de page. Dans l'article scientifique que Blalock et Taussig publient en 1945 dans le Journal of the American Medical Association, l'un des plus célèbres journaux médicaux au monde, Thomas n'est pas crédité. Il n'est même pas mentionné. Il n'existe juste pas. Blalock et Taussig seront nominés au prix Nobel de médecine entre 1947 et 1953. Ils recevront également le prix Laxer en 1954. Et Vivian Thomas y continue à travailler dans son laboratoire. En blouse blanche, sans titre, sans reconnaissance, et en entrant toujours par la porte de service. Blalock reçoit des prix, des distinctions, il fait des conférences internationales. Thomas, lui, ne peut même pas assister au dîner pour les 60 ans de Blalock, puisque le Southern Hotel où a lieu la fête est ségrégué et donc les Noirs n'ont pas le droit d'y rentrer. Thomas s'y glisse quand même. Il observe depuis le fond de la salle et il ne dit rien à Blalock. Il ne dira jamais rien. Il y a un détail de cette histoire sur lequel je reviens toujours, c'est le tabouret. Pour chaque opération sur un bébé bleu, et il y en aura des centaines, Blalock a fait en sorte qu'il y ait un petit tabouret sur son côté droit, une place réservée exclusivement à Thomas. Personne d'autre n'a le droit d'y être. Dans cet hôpital où Thomas n'avait même pas le droit d'entrer par la porte principale, il y avait ce tabouret à l'épaule du chirurgien le plus connu du pays. Les chirurgiens du monde entier venus pour observer Blalock dans ses opérations fixaient cet homme sur ce tabouret avec incompréhension. Ils voyaient que Blalock se tournait constamment vers lui. Ils entendaient les murmures et ils ne comprenaient pas pourquoi il était là, ni qui il était. Ce tabouret, c'est à la fois la plus grande reconnaissance et la plus grande injustice de cette histoire. Blalock savait, il savait exactement ce que Thomas valait. Il savait que sans lui, cette opération n'aurait jamais existé. Et dans les limites de ce que le monde dans lequel il vivait l'autorisait à faire, il l'a gardé à ses côtés. Mais il n'a jamais prononcé son nom publiquement. Et Vivian Thomas n'aura jamais un mot de rancœur vis-à-vis de ça. Dans toute son autobiographie qu'il a écrite des années plus tard, il décrit cette relation avec objectivité. Ni amère, ni servile, juste honnête. En 1946, grâce aux efforts de Blalock, Thomas deviendra l'employé le mieux payé de Hopkins, et surtout l'afro-américain le mieux payé de l'institution. Et ce n'est pas rien, hein, mais c'est encore loin de ce que mérite son travail. Sa veuve, Clara, dira dans une interview des années plus tard que Thomas s'accrochait vraiment à l'idée de reprendre ses études pour devenir médecin pendant toute cette période sur les bébés bleus. En 1947, il envisage sérieusement de s'inscrire à l'université pour reprendre ses études de médecine. Mais la Morgan State University refuse de lui accorder des crédits pour son expérience professionnelle. Elle insiste pour qu'il remplisse les mêmes conditions d'admission qu'un étudiant basique de première année. Thomas fait le calcul. Il aura 50 ans quand il aura terminé l'université et l'école de médecine. Il abandonne donc l'idée. Il ne reviendra jamais dessus. Ce rêve qu'il avait eu à 19 ans, il va le laisser partir. Vivian Thomas forme. Des générations entières de chirurgiens passent par son laboratoire. Il enseigne avec la même méthode qu'il a fait pour lui-même, en faisant. Il décompose chaque geste par étapes précises. Il exige la perfection. Parmi ses élèves, Dayton Cooley, qui deviendra l'un des plus grands chirurgiens cardiaques du monde, William Longmire et Levi Watkins Jr., le premier résident noir en chirurgie de l'hôpital Johns Hopkins. Thomas l'accompagnera d'ailleurs sur des recherches pionnières sur les défibrillateurs automatiques implantables.
Ces chirurgiens, devenus chefs de département dans tout le pays, parleront de Thomas comme du meilleur professeur qu'ils n'aient jamais eu. Mais il continue d'entrer par la porte de service. En septembre 1964, Alfred Blalock meurt d'un cancer à l'âge de 65 ans. Thomas perd ce jour-là le collègue et l'ami de 34 ans, l'homme avec qui il a tout construit. Leur relation n'a pas été simple. Blalock n'a jamais prononcé son nom publiquement, mais les contraintes de l'époque et la peur peut-être parfois, Thomas ne l'a jamais su avec certitude. Mais il restera à Hopkins. Pendant encore 15 ans après la mort de Blalock, il continuera à diriger des laboratoires, à former et à construire. En 1968, une chose inattendue se passe. Les chirurgiens que Thomas a formés se sont réunis. Ils parlent entre eux de l'homme à qui ils doivent tout. Et ils décident d'agir. Ils commandent le portrait de Vivienne Thomas, une huile sur toile peinte par Bob G. Et ils s'organisent pour qu'il soit accroché dans les couloirs du Alfred Blalock Clinical Service Building de Johns Hopkins, à côté du portrait de Blalock. Le jour de la cérémonie en 1971, Thomas entre dans ce couloir qu'il n'avait pas le droit de traverser 30 ans plus tôt. Il regarde son portrait, accroché là. Dans son discours ce soir-là, Thomas dit qu'il ressent une humble satisfaction à avoir contribué à résoudre certains problèmes de santé dans le monde, et qu'il est heureux d'être reconnu pour le rôle qu'il a joué. C'est un homme de 61 ans qui reçoit cette reconnaissance pour la première fois. Vivienne Thomas meurt le 19 novembre 1985 d'un cancer du pancréas. Il avait alors 75 ans. Son autobiographie, rédigée quelque temps avant sa mort, est publiée 2 jours après. Ce jour-là, une journaliste du magazine Washingtonian apprend son existence. Elle s'appelle Katie McCabe. Elle commence à enquêter. Elle interviewe sa veuve, Clara, ses anciens élèves, les chirurgiens qui l'ont connue. En août 1989, elle publie un article avec comme titre, pris des termes de Blalock lui-même, « Like something the Lord made ». L'article remporte d'ailleurs National Magazine Award for Feature Writing en 1990. Il inspirera le documentaire PBS Partners of Hurt en 2003, narré par Morgan Freeman. Et en 2004, HBO sort un film basé sur cette histoire, Something the Lord Made, avec Mos Def dans le rôle de Vivienne Thomas et Alan Rickman dans le rôle d'Alfred Blalock. Le film reçoit un Emmy Awards et un Peabody Awards. C'est pour beaucoup la première fois qu'ils entendront le nom de Vivienne Thomas. En 1976, soit 32 ans après l'opération de Helen Saxon, John Hopkins lui octroie un doctorat honorifique. Ce qui permet néanmoins aux étudiants et au personnel de Hopkins de pouvoir l'appeler Dr Thomas. Il est également nommé instructeur en chirurgie à l'école de médecine. Il a alors 66 ans. Il prendra sa retraite en 1979. Et en 2023, soit 79 ans après la première opération, la communauté médicale mondiale renomme officiellement la procédure chirurgicale qu'il a développée. Elle ne s'appelle plus le shunt de Blalock-Taussig, elle s'appelle désormais le shunt Blalock-Taussig-Thomas. Son nom est enfin là où il aurait dû être depuis 1944. Cette histoire, elle est belle, mais elle mène dans une injustice totale pour ce pauvre Vivien qui, pendant tellement longtemps, a été ignoré par la communauté médicale alors que c'est lui qui faisait tout, faut dire les termes, il faisait absolument tout. Et malgré toute cette injustice, Thomas, il a continué parce qu'il savait que son travail, même si on ne savait pas que c'était lui, sauvait des vies. Et du coup, il y a quand même toute une partie où c'est quand même super beau, c'est pour ça que je me suis permise de vous la raconter. Et il y a une autre chose pour laquelle j'ai vraiment voulu vous raconter cette histoire, c'est justement contre cette injustice. Contre le fait que son nom est peu connu. Alors oui, vous allez me dire, il y a des films qui ont eu des awards, etc. Je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous ne connaissiez pas Vivienne Thomas. Et même si l'histoire n'est pas entièrement positive, et même si moi je garde un goût amer d'une profonde injustice et d'une profonde colère vis-à-vis de ça, en même temps, je pense que c'est des gens comme ça qu'il faut qu'on mette en avant, c'est des gens qui font ce genre de choses qu'il faut qu'on mette en avant, parce qu'il faut que le monde y change, et il faut qu'on arrête de toujours mettre en avant des criminels, des personnes qui font de mauvaises choses, pour mettre en avant des gens qui en font des belles. C'est comme ça aussi qu'on remanie notre propre cerveau, on va partir dans un truc un peu médical, mais on remanie notre propre cerveau en faisant en sorte que la norme ce soit pas la cruauté humaine, et peut-être que la norme ça devrait devenir la beauté de ce qu'on est en capacité de faire quand on s'en donne un minimum la peine. Moi, ce qui me touche dans cette histoire, c'est qu'au-delà de l'injustice accumulée, il a continué. Cette phrase qu'il dit lors de son discours, qu'il a une humble satisfaction de contribuer à résoudre des problèmes de santé dans le monde, sans colère, sans amertume, juste je veux travailler à ça, je trouve ça trop beau. À 19 ans, avec la Grande Dépression, on lui enlève son rêve de devenir médecin. Et vous savez ce qu'on dit quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre ? Eh bien, il est rentré par cette fenêtre.
même en sachant que potentiellement il n'aurait pas la reconnaissance qui devait aller avec cette fenêtre. Vous voyez ce que je veux dire? Il a fabriqué des instruments, il a formé des chirurgiens, il a donc sauvé des milliers de vies de manière directe et indirecte. Et même s'il n'aura pas vu toute l'implication que sa vie aura eue, et même s'il n'aura pas vu la reconnaissance, puisque malheureusement il sera mort 2 jours avant la publication de son autobiographie et de tout ce qui va en découler, au moins ça a le mérite d'exister. Et cette vidéo permet aussi que ça existe et que sa mémoire continue d'exister. J'espère que cette histoire vous aura plu, elle est peut-être un peu moins positive que d'habitude, moi je sais que je reste avec un petit goût amer d'injustice et de colère, mais c'est aussi, je pense, le but de cette chaîne, c'est le fait d'appuyer sur les gens qui font de belles choses, qu'on arrête d'appuyer sur des meurtriers et qu'on essaye de mettre en avant des gens qui font vraiment de belles choses. Et je pense que Vivian Thomas, il faut pas qu'on l'oublie. C'est pas parce qu'il a vécu et qu'il a fait des choses pendant une période terrible, la ségrégation c'est vraiment une horreur, qu'on doit oublier ce qu'il a fait. Et du coup, même si cette vidéo est un peu moins positive que d'habitude, mon but est vraiment de pouvoir mettre en avant des gens comme ça, quitte à ce qu'elle soit un peu moins positive, mais en tout cas, que on puisse mettre en avant des gens qui le méritent, et Vivian Thomas le mérite. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça soutient la chaîne, et de me dire en commentaire si vous connaissiez Vivian Thomas, si vous aviez déjà entendu parler de cette personne, ou si elle vous était complètement inconnue. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires. On travaille ensemble à croire à nouveau à l'humanité. Allez, ciao ciao!